Merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité environnementale. Voici les titres de la rétrospective. Au Togo, 20 acteurs de la pêche de la ville de Davié ont été formés pendant 3 jours par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au recyclage des déchets plastiques, un phénomène qui prend de l'ampleur au fil des années et qui affecte la santé des écosystèmes marins. Nous irons ensuite à la découverte, une fois encore, du plus grand patrimoine forestier national du Togo que nous connaissons bien sûr, le parc Fazao Malfa Kassa. Quelle est aujourd'hui sa particularité et sa place dans la biodiversité? Nous le saurons dans ce journal. Enfin, le projet PVOD Forum de la Fondation Victorias a connu son apothéose la semaine dernière. Il est lancé depuis 2021 et vise à la protection des espèces vertes et au renforcement de la couverture végétale et paysagère du Togo. Bonsoir à tous, bienvenue. Ils sont au nombre de 20 pêcheurs en provenance de la ville de Davié dans le sud du Togo. Ils ont été formés et sensibilisés pendant 3 jours à travers un atelier organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sur les effets nocifs des déchets plastiques marins. L'idée était de contrer l'érosion côtière qui inquiète la santé financière des écosystèmes marins du Togo. Le point avec Alexandra Adekambi. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO vient d'achever un atelier de formation de 3 jours dédié aux communautés des pêcheurs dans le sud du Togo. L'initiative menée dans la ville de Davié, située à 50 km de Lomé, avait pour objectif la sensibilisation et la formation de vrais apprenants au recyclage des déchets plastiques en mer. C'est que les emballages non biodégradables utilisés par les riverains et les entreprises portuaires finissent au milieu des plages et atteignent les profondeurs de l'océan. Un phénomène qui prend de l'ampleur au profil des années et affecte la santé des écosystèmes marins. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat mondial Globalitter entre la FAO, le gouvernement norvégien et l'OMI. Il vise à prévenir et à réduire la présence de déchets marins dans les États insulaires, en développement et les pays moins avancés. À noter que jusqu'à 6,9 millions de tonnes de déchets plastiques ont été rejetés dans les 17 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en 2018, selon le programme de la gestion du littoral ouest-africain WACA, soutenu par la Banque mondiale. L'économie circulaire revient à chaque fois dans la liste des solutions préconisées à l'échelle mondiale pour résorber la crise du plastique, y compris dans les milieux marins. D'aucuns misent plutôt sur le durcissement des tests juridiques en matière de protection de l'environnement. Pour l'heure, l'accord international visant la fin de la pollution plastique est toujours en cours d'élaboration par un comité intergouvernemental de négociation. Il devrait entrer en vigueur d'ici à 2024 avec le but d'encadrer l'ensemble du cycle de vie du plastique, notamment sa production, son utilisation et son élimination. Protéger les espaces verts et renforcer la couverture végétale forestière et paysagère du Togo, ce sont les objectifs du projet PVOD lancé depuis 3 ans. C'est un projet pilote de la Fondation Victorias. Ce projet a connu son apothéose le week-end dernier. Reportage signé Irène Papadina avec les images de Emeka Gachi. Je déclare ouvert l'atelier de présentation du bilan de la phase pilote du projet PVOD. C'est sur ces mots d'ouverture du représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Komla Aounian, que la cérémonie d'ouverture du projet pilote PVOD Forum Vert a été lancée. Après 2 ans de mise en route, ce projet vise à lutter contre les effets du changement climatique avec la mise en place et la protection des espaces verts au Togo. En effet, les espaces verts sont très importants dans la lutte contre la pollution et la protection de la biodiversité. Au cours de cette cérémonie, Victoire Ablessé, promotrice de ce projet, a tenu à rappeler le rôle de la préservation du couvert végétal. Selon elle, ces espaces aménagés sont d'ordre social, environnemental et esthétique.
Le maire de la commune Golf 5, Abouka Kosiak Benigan, présent à cette cérémonie d'ouverture, a relevé l'importance de planter les arbres. Et nous remercions d'abord le gouvernement qui s'engage pour donner à notre population tout ce qui comporte le verre. Nous voulons féliciter d'abord le promoteur de ce projet, PVOD Forum Vert, pour son engagement pour l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé dans une politique environnementale. Et la jeunesse togolaise également est dans cette dynamique pour accompagner le gouvernement à faire du Togo un pays vert. Et c'est une occasion de saluer et d'inviter toute la jeunesse togolaise, tous ceux qui sont dans le vert, à contribuer beaucoup afin que notre espace soit vraiment un bon environnement. Vous savez, lorsque nous plantons, nous avons plusieurs bénéfices. D'abord, l'environnement ne sera pas pollué. Lorsque nous plantons des arbres, là également, nous donnons une belle image à nos villes, à nos communes. Et lorsque nous plantons, nous avons également gratuitement de l'oxygène que nous avons dans l'atmosphère. Et donc, c'est tellement important de planter des arbres. Ce projet pilote a été mis en place avec plusieurs objectifs visés. Les indicateurs de motivation pour cette initiative, nous dirons qu'aujourd'hui l'enjeu environnemental est très grand. Donc il faut arriver à innover, à apporter des nouvelles stratégies de protection de l'environnement. Et donc de là, ce projet, nous avons dit la promotion des espaces verts. Et ça a essentiellement 3 critères de pertinence. Premièrement, du point de vue écologique, parce que les espaces verts protègent l'environnement. Ensuite, du point de vue de l'aménagement du territoire, parce que ça contribue à aménager les territoires pour que nous ayons une ville verte et durable. Et en 3e position, comme critère de pertinence toujours, nous avons l'économie verte, parce que les espaces verts créent de l'emploi vert aujourd'hui. Nous avons eu 4 objectifs spécifiques durant ce projet. Au niveau du premier objectif qui est de renforcer le couvert végétal et forestier, nous avons eu à planter, à faire des opérations de reboisement. Nous avons aussi eu à créer un espace vert en collaboration avec la mairie Golf 5. Le second objectif, c'est promouvoir l'économie verte auprès des jeunes. Nous avons eu à former 11 jeunes au Centre national de semences forestières de Davie en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et en 3e position, comme objectif, nous avons eu aussi à renforcer l'éducation environnementale. Au niveau du 4e objectif, nous avons eu à renforcer le cadre organisationnel des horticulteurs du Togo. Je dirais satisfaction, nous sommes à plus de 85% d'atteinte des objectifs. Sur ce projet, au total, 11 candidats ont été formés sur les espèces des ressources forestières et végétales. Ces derniers ont reçu leur attestation de fin de formation au cours de la cérémonie. Ces bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction. C'était une belle formation. Déjà, même qu'il y a un souci d'entrepreneuriat pour pouvoir entreprendre dans le métier de l'horticulture, surtout dans ce temps-là où tout le monde est en train de se chercher un boulot. Et aussi, comme nous avons appris comment faire la production des espèces végétales, c'est-à-dire comment prendre la graine et transformer ça jusqu'à l'arbre et pouvoir planter maintenant ça en forêt. Et pour le reboisement aussi, ça favorise le reboisement et favoriser la restauration des espaces verts qui sont en dégradation pour faire face au changement climatique et restaurer aussi les forêts face aux problèmes environnementaux dont fait face la planète actuellement. Cette formation nous a permis de sortir un peu de notre zone de confort.
Certes, le projet PVOD Forum Vert a connu son apothéose, mais une transition est envisagée pour appuyer les activités primaires mises en place. C'est le plus grand parc du Togo qui attire des centaines de visiteurs par an selon les statistiques. Situé dans la zone septentrionale du pays, le parc Fazao Malfa Kassa regorge de plusieurs espèces végétales et animales. Pour renforcer le contrôle et la surveillance de ces sites, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Fouli Bazi, a procédé à la remise d'équipements et de matériel roulant aux éco-gardes de ce parc. C'est un don de l'ONG GEVAPAF pour accompagner le gouvernement dans sa politique de gestion des aires protégées du Togo. Regardez. D'une superficie de 192 000 hectares, le parc national Fazao Malfa Kassa est un sanctuaire d'oiseaux, de primates, de reptiles et d'autres curiosités fauniques. Il est situé dans la région de la Kara et la région centrale du Togo. Fazao Malfa Kassa est le plus grand des 3 parcs nationaux du Togo, les 2 autres étant le parc national de la Kéran et le parc national de la Fosse aux Lions. Le parc national Fazao Malfa Kassa regorge également de belles galeries forestières et de plaines fertiles colonisées par de nombreuses espèces végétales réputées pour leur arôme agréable, sous lequel on voit déambuler des buffles, des éléphants, des antilopes, des bubables, des kobs et des phacochères. Géré par la Fondation Franz Weber, il s'ouvre pour les visites pendant la saison sèche de novembre à avril. Il est inscrit dans la section centrale des monts Togo qui octroie à l'air la variabilité du relief et des cours d'eau, de la végétation et la distribution de la faune. Les résultats du dernier inventaire floristique et faunique de 2013 à 2021 montrent la diversité des habitants, la richesse spécifique et le bon état de conservation globale du parc. Les zones actuellement mises en culture par les populations riveraines du parc représentent 14,8%. En septembre dernier, l'Union internationale pour la conservation de la nature a investi 110 millions de francs CFA dans la conservation du parc. Ceci à travers le projet Gestion durable du parc Fazao Malfa Kassa et amélioration des revenus des populations riveraines. C'est un projet lancé à Sokodé en début du mois de septembre. D'un coût total de 130 millions de francs CFA, le projet sera exécuté sur 18 mois. Il a pour objectif de renforcer la surveillance des ressources naturelles ou encore l'élevage pour contrer le braconnage. Il vise également à réduire la consommation de bois énergétique et à encourager les activités économiques viables avec un impact minime sur le parc. Cette initiative verte est portée sur le terrain par l'ONG Gestion de l'environnement et valorisation des produits agro-pastoraux forestiers GEVAPAF. Dans cette dynamique, il a été remis par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Fouli Bazi des matériels de contrôle et de surveillance du parc. Il s'agit notamment de 12 motos tout-terrain ainsi que leurs accessoires et 15 smartphones aux responsables du parc. Par cet outil, l'ONG GEVAPAF entend accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique de gestion durable du parc Fazao Malfa Kassa et l'amélioration des revenus des populations riveraines. Ces matériels vont servir aux éco-gardes repartis dans les 10 brigades forestières du parc pour renforcer la surveillance du plus grand patrimoine forestier national. La flore du parc national Fazao Malfa Kassa rend compte de l'intérêt particulier dans la conservation de la diversité biologique au plan national, se traduisant par la présence d'espèces vulnérables et presque menacées selon la liste rouge des espèces de l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'où la nécessité de renforcer le contrôle et la surveillance du site. Au Bénin, près de la moitié des forêts sacrées ont disparu. La déforestation et l'agriculture intensive sont pointées du doigt par le Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles de ce pays. Léon Sabo nous en dit plus. Au Bénin, l'ONG Le Cercle pour la sauvegarde des ressources naturelles césarène essaie de préserver les forêts en collaboration avec les communautés. Elle sensibilise sur l'abattage des arbres et donne des conseils à la population en fabrication de miel et élevage d'escargots.
Bienvenu Bossou en est le directeur exécutif. Il explique que la disparition des forêts sacrées est due à l'agriculture intensive causée par la pauvreté étant donné que les populations n'ont pas les moyens d'acheter de l'engrais et ne peuvent pas se procurer du gaz pour l'énergie, d'où l'abattage des arbres. Selon ces remarques, 14% des forêts sacrées ont disparu et 30% en ont été gravement dégradées de 2001 à 2012, signifiant la diminution considérable de leur superficie. Il faut noter que le Bénin, abritant plusieurs forêts sacrées considérées comme des lieux de culte, a vu l'urbanisation les transformer en stations-service. C'est le cas de la forêt d'Avele-Kétézou qui a complètement disparu. Modeste Zinsou, directeur de l'Office régional de tourisme de Ouida, offusqué, déclare que c'est un lieu mythique, une forêt qui n'existe plus. Selon lui, les autorités d'antan ont vu le mal partout, décidant ainsi de les couper pour faire place à une station-service. Face à cette situation, les autorités ont adopté des mesures depuis 2016. Il est donc interdit de couper des arbres sans l'approbation de l'État, d'autant plus que le gouvernement a investi environ 3 milliards de dollars dans les secteurs de la culture et du tourisme, ce qui aiderait indirectement à préserver la forêt. Le secteur agricole est menacé au Sénégal. Près de 2/3 des pêcheurs du pays affirment gagner moins de produits de la mer par rapport aux années précédentes. Cette situation est une conséquence des pratiques non durables et destructrices de l'environnement des chalutiers de fond. Irène Papadina, reportage. Au Sénégal, 105% des pêcheurs interrogés par la Fondation pour la justice environnementale ont déclaré gagner moins de poissons par rapport aux années précédentes. Au-delà des pertes de revenus, les communautés de pêche artisanale voient leurs conditions de vie se détériorer. 88% des pêcheurs, 93% des transformatrices et 100% des mareyeurs ont déclaré avoir un accès plus limité aux poissons pour leur propre consommation. Le rapport s'appuie essentiellement sur les entretiens menés au Sénégal avec ces communautés entre septembre 2022 et mai 2023. Il met à l'index les chalutiers de fond dans la crise de pêche au Sénégal. Les pratiques de pêche destructrices de l'environnement et non durables pratiquées par la flotte chalutière aggravent la crise du secteur de la pêche artisanale. En outre, les pêcheurs artisans sont confrontés aux incursions illégales de ces navires dans la zone réservée à la pêche artisanale. Les chalutiers de fond au Sénégal sont essentiellement contrôlés par les acteurs étrangers de l'Union européenne et de la Chine. Ils approvisionnent exclusivement les marchés étrangers, principalement ceux des pays de l'Union européenne. Ces pratiques entraînent le manque de poissons et de nombreux foyers sénégalais peinent à s'approvisionner en poissons sur les marchés locaux pour leur propre consommation. La pêche contribue à 3,2% du produit intérieur brut et 10,2% des exportations du Sénégal, selon un rapport du département américain de l'agriculture. Au moins 15 personnes ont perdu la vie au Kenya suite aux inondations provoquées par les pluies torrentielles. La catastrophe naturelle a endeuillé des dizaines de familles, des routes et des bétails ont été emportés. Le constat de Irène Papadina. Selon un rapport de la Croix-Rouge kenyane, 15 264 ménages ont été touchés depuis dimanche dernier, avec 15 victimes signalées et au moins 1067 morts de bétail. La saison des pluies d'octobre à décembre dans la Corne de l'Afrique est amplifiée cette année par la El Niño, un phénomène météorologique généralement associé à la hausse des températures, aux sécheresses dans certaines régions du monde et aux fortes pluies dans d'autres. Les inondations ont fait une vingtaine de morts et 12 000 déplacés dans la région somalienne de l'Est et de l'Éthiopie. Au Kenya, les fortes pluies ont touché le nord particulièrement aride. Les services météorologiques du pays ont prévenu la semaine dernière que les fortes pluies seraient probablement accompagnées de rafales de vent qui pourraient arracher les toits, déraciner les arbres et causer des dégâts structurels. Comme on peut le voir, les torrents d'eau qui traversent les villages ont obligé les habitants à fuir vers les hauteurs. Depuis fin 2020, les pays comme le Kenya, la Somalie
et l'Éthiopie sont frappés par la pire sécheresse que la région ait connue depuis 40 ans. En 2019, au moins 265 personnes avaient perdu la vie et des dizaines de milliers d'autres avaient été déplacées au cours de 2 mois de pluie incessante dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est. Parlons toujours des inondations. Des milliers de Somaliens sont coincés dans les zones inondées suite à de fortes pluies dans l'état de Jubaland. Le ministre somalien de l'Information a lancé un appel au soutien pour alléger la situation et sauver les victimes. Léon Sabo. De fortes pluies survenues dans l'état de Jubaland ont bloqué des habitants dans les zones inondées d'après l'agence humanitaire de l'ONU. Ces pluies avaient commencé le mois dernier et ont fait monter le niveau du fleuve Juba, provoquant des inondations dans les zones riveraines de l'État, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il ajoute que 2400 personnes sont coincées dans le district de Luc, une zone entourée d'eau. Les autorités et les partenaires de secours sont à pied d'œuvre pour évacuer les habitants bloqués. Le bureau a aussi déclaré qu'au moins 14 personnes sont mortes et 47 000 ont été déplacés par ces inondations soudaines qui ont frappé la Somalie depuis le mois dernier. Le ministre somalien de l'Information Daoud Awes a aussi déclaré que les inondations qui ont également touché les États de Hirshabelle et du sud-ouest ont causé d'énormes dégâts. Il a donc lancé un appel de soutien face à cette situation critique. Il faut noter que le pays connaît des pluies plus abondantes que la normale après être sorti d'une de ses pires sécheresses depuis 4 décennies. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a mis en garde contre un risque élevé d'inondation, en particulier dans la région sud-ouest de Guédo. Au Soudan du Sud, plus de 1,6 million d'enfants de moins de 5 ans risquent de souffrir de malnutrition en 2024. Cette catastrophe humanitaire à venir est un des effets des inondations selon le Programme alimentaire mondial. Les explications détaillées avec Léon Sabo. Le pays le plus jeune au monde, le Soudan du Sud, est en proie à une instabilité chronique politico-ethnique depuis qu'il a obtenu son indépendance en 2011. Ce pays d'environ 11 millions d'habitants est également confronté à des phénomènes climatiques extrêmes, notamment des inondations majeures aux effets dévastateurs pour des millions de personnes dont le risque de malnutrition. Nous assistons à une augmentation extrêmement inquiétante de malnutrition en raison des inondations et de la surpopulation qu'elles provoquent, a déclaré Mary-Hélène McGorty, directrice du Programme alimentaire mondial PAM au Soudan du Sud. Elle précise que les enfants sont ceux qui souffrent le plus car plus d'1,6 million d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition en 2024. Ce communiqué fait référence à la situation de la comté de Rubkona au nord où les eaux ont submergé des vastes territoires, obligeant des communautés entières à vivre sur de petites îles depuis 2021. Face à cela, le coût des denrées alimentaires de base a augmenté de plus de 12 millions d'euros depuis avril. Toujours selon la directrice du PAM, cette situation est une réalité de la vie en première ligne de la crise climatique. Cette crise a été exacerbée par l'afflux de certains milliers de Sud-Soudanais fuyant la guerre au Soudan et qui se retrouvent dans une situation d'urgence alimentaire. Il est à souligner que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, en mai dernier, a estimé que la malnutrition menacerait 1,4 million d'enfants d'ici la fin de l'année. La troisième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale accidentée de Fukushima a démarré jeudi dernier au Japon. Mais le lancement de cette opération a engendré une crise diplomatique entre Tokyo et ses voisins Pékin et Moscou. Ces derniers ont limité depuis fin août les importations des produits de la mer japonais. Regardez. Débuté le 24 août dernier, l'évacuation dans l'océan Pacifique de l'eau utilisée notamment pour refroidir les cœurs des 3 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi, entrée en fusion après le tsunami de 2011, se poursuit. Cette troisième phase, qui doit permettre le rejet de quelques 7800 tonnes d'eau, devrait durer environ 17 jours, selon l'exploitant de la centrale nucléaire Fukushima et la principale entreprise de production d'électricité du Japon, TEPCO. Ce rejet en mer a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Mais le lancement du processus a provoqué une crise diplomatique entre le Japon et la Chine qui a suspendu depuis fin août toutes ses importations de produits de la mer japonaise suivies depuis par la Russie. Il faut noter que cette eau avait été traitée à l'aide du système avancé de traitement des liquides ALPS pour la débarrasser de ces substances radioactives à l'exception du tritium, un radionucléide qui n'est dangereux qu'à de très hautes doses concentrées selon des experts. Raison pour laquelle l'eau est diluée avec de l'eau de la mer avant d'être évacuée dans l'océan Pacifique afin que son niveau de radioactivité ne dépasse pas le plafond visé de 1500 becquerels par litre, soit un niveau 40 fois inférieur à la norme japonaise pour ce type d'opération. L'interdiction chinoise a particulièrement affecté les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques de l'île septentrionale de Hokkaido, à quelques 500 km du nord de la centrale de Fukushima, qui dépendent des usines chinoises pour décortiquer les mollusques. La prochaine conférence sur le climat COP28, c'est du 30 au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Plusieurs enjeux majeurs seront au cœur des débats. Quels sont donc ces enjeux et les mots de réponse avec Vivas Amana? À moins d'un mois du grand rendez-vous en heure sur le climat, les grands axes se définissent un peu plus. Parmi les grands sujets qui seront débattus lors de la conférence de Paris sur le climat COP28 à Dubaï figurent les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'adaptation au changement climatique et les énergies fossiles. 8 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'urgence climatique frappe plus que jamais à la porte et les États devront accroître leur ambition pour rectifier le tir. Déjà en 2015 à Paris, les États se sont engagés à limiter la hausse de la température si possible à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ceci passe préalablement par l'abandon des énergies fossiles, mais sur ce point, les choses sont loin d'aboutir. La question des énergies renouvelables sera aussi abordée à Dubaï. Sur ce sujet, le président de la COP28, le sultan émirati Al-Jaber, déclare qu'il est impossible d'abandonner le pétrole et le gaz avant d'avoir construit le système énergétique de demain, sauf à risquer un chaos économique mondial. Le financement des énergies renouvelables sera aussi sur la table des discussions. Depuis 2020, la promesse de fournir 100 milliards de dollars par an n'est pas tenue, même si elle est en passe de l'être. Également, les échanges et travaux de la 28e édition de la COP Climat tableront sur la création d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays victimes du désastre climatique. Ce dernier point est le résultat majeur de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh l'année dernière en Égypte. Tous ces points complexes seront abordés et des actions concrètes sont attendues à la fin des travaux qui se dérouleront sur plus d'une dizaine de jours, précisément du 30 au 12 décembre prochain dans la première ville de l'État fédéral du Golfe Persique. Toujours dans le contexte de la COP28, 46 millions de professionnels de santé à travers le monde ont adressé une lettre au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Une lettre dans laquelle ces derniers demandent l'abandon des combustibles fossiles. Suivant. La conférence des Nations Unies pour le climat se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain aux Émirats arabes unis et pour la première fois une journée entière sera consacrée à la santé. Mais bien avant cette rencontre internationale, 46,3 millions de professionnels de santé ont adressé mercredi dernier une lettre au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber. Dans cette lettre, ces derniers demandent une négociation aboutissant à une accélération de la suppression des combustibles fossiles décisive pour la santé de tous. En finir avec notre dangereuse dépendance aux combustibles fossiles améliorera la santé des générations futures et sauvera des vies, a souligné dans ce courrier notamment signé par l'Association médicale mondiale, la Fédération des associations de santé publique et le Conseil international des infirmières. Ces derniers ont également mis en exergue les conséquences visibles de la pollution sur la santé, à savoir le stress thermique, la malnutrition, l'ancienneté ou encore les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air. Ces professionnels de santé signataires font plutôt appel à l'investissement dans les technologies d'énergie propre. Ils exigent aussi l'exclusion des représentants de l'industrie des énergies fossiles des négociations climatiques. La pollution de l'air est responsable de 7 millions de décès prématurés par an dans le monde, selon un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé mentionné dans la lettre.
Une suppression entière et rapide des énergies fossiles est la meilleure façon de fournir une eau, un air et un environnement propre indispensables pour une bonne santé, ont insisté dans la lettre les auteurs tout en demandant une transition juste et équitable vers d'autres sources d'énergie. New Delhi, la capitale indienne, est à nouveau sous une pollution intense depuis la semaine dernière. Cette pollution a entraîné la fermeture des écoles pendant une semaine. Ce phénomène identique avait fait des millions de morts en 2019. Léon Sadou. Les écoles primaires resteront fermées jusqu'au 10 novembre, a annoncé les autorités de la capitale indienne New Delhi. Pour cause, l'étouffement de la ville par un mélange de pollution et de fumée. New Delhi, qui se situe déjà parmi les métropoles les plus polluées de la planète, vit chaque automne dans un air quasi irrespirable lorsque viennent s'ajouter les fumées des campagnes environnantes où les agriculteurs brument les chaumes. Le ministre de l'Éducation de l'État de New Delhi a aussi ajouté que les écoles secondaires pouvaient choisir de passer en cours par visio vu l'allure que prend la pollution. Avec sa population de 30 millions d'habitants, la ville était à nouveau ce dimanche la ville la plus polluée au monde selon la firme IQAir, institution spécialisée en mesures de pollution. Elle affirme que le niveau de microparticules PM2,5, tellement minuscules, peuvent pénétrer dans le sang, atteignant ce dimanche près de 40 fois le niveau maximal recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons qu'une étude publiée par le journal médical The Lancet en 2020 a estimé que la pollution en Inde avait fait l'année précédente, notamment en 2019, près de 1,7 million de morts dans le pays, dont 17 500 dans la capitale. Les chevaux sauvages, encore appelés brumbies en Australie, sont menacés de mort. Les autorités ont validé la semaine dernière l'élimination de 16 000 chevaux sauvages d'ici mi-2027. Ces animaux sont considérés comme nuisibles et menacent tout l'écosystème australien. C'est une décision importante pour protéger la flore et la faune, mais qui risque de faire polémique car les brumbies font partie de l'identité nationale de ce pays. Les images. Les autorités locales australiennes ont donné une carte blanche à la reprise de l'abattage des chevaux sauvages dans l'un des plus grands parcs nationaux du pays. Environ 19 000 chevaux sauvages, encore appelés brumbies en Australie, vivent dans ce parc national situé dans le sud-est du pays. Mais les autorités de l'État de Nouvelle-Galles du Sud veulent réduire ce nombre à 3 000 d'ici mi-2027. La mesure est jugée nécessaire pour protéger la faune et la flore, mais risque aussi de faire polémique. L'opération a déjà commencé. Plusieurs chevaux sauvages mis au sol sont abattus avec des armes à feu ou des pièges par les agents du parc. D'autres sont transférés ailleurs. Ces brumbies sont considérés par les autorités comme des animaux nuisibles car ils augmentent l'érosion des sols sur la végétation en la broutant ou la piétinant. Ils provoquent aussi l'effondrement de terriers et sont en concurrence avec d'autres animaux pour la nourriture et les abris, en rendant aussi les points d'eau insalubres. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Personne ne voulait tuer des chevaux sauvages, a déclaré Penny Sharp, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais selon la ministre, ces mesures ne suffisent plus. Des espèces indigènes sont en voie d'extinction et tout l'écosystème est menacé à cause du nombre excessif de chevaux sauvages. Nous devons agir, a-t-elle ajouté. Plus de 600 chevaux sauvages avaient alors été tués en 3 jours avec la méthode d'abattage par hélicoptère dans les années 2000. Mais les autorités locales avaient ensuite fait marche arrière devant l'indignation de l'opinion publique. Les opposants à l'abattage clament que les chevaux font partie de l'identité nationale australienne. L'Australie compte jusqu'à 400 000 chevaux sauvages selon le Conseil des espèces invasives, une ONG australienne qui a salué la décision de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.